T'es plus vite que vous, hein? J'ai fait le compte. Ouais. Je m'excuse, monsieur le commissaire. Laisse-le pour le banc. Donc, monsieur Frenette, je m'excuse, je t'ai pris dans mes pensées. Comme on a dit avant la pause, on voulait parler de votre analyse des risques du processus d'acquisition. Vous l'avez mentionné en début de journée, vous avez amené cette notion-là, beaucoup d'analyse de risques, la ligne verte, la ligne rouge, partout où vous êtes passé à la SAC. On le voit depuis ce matin, c'était quand même un processus risqué qui a demandé beaucoup d'aménagement. Donc, expliquez peut-être au commissaire quelle était votre idée là, derrière cette analyse de risque du processus d'acquisition. Peut-être juste, il y a quelque chose, je l'ai dit ce matin, mais je vais le répéter pour que ça soit clair. L'approche par le risque pour les clients, c'est pas du tout la même chose que la gestion intégrée des risques qui est obligatoire dans tous les ministères organismes, selon la loi. Donc, qu'est-ce qu'on a utilisé pour évaluer le projet? C'est la gestion intégrée des risques qui s'applique à tous les ministères organismes. La ligne rouge, la ligne verte, c'est l'approche pour répondre aux besoins du client en fonction de ses besoins qu'on a appelé ligne rouge, ligne verte par le risque. Fait qu'il faut vraiment distinguer les deux. Alors, moi, je n'ai pas inventé et je n'ai pas insisté sur la gestion intégrée des risques parce que c'est quelque chose qui est obligatoire dans les ministères et organismes. Maintenant, au niveau de votre question, qu'est-ce qu'on a voulu faire avec ça? Bien, dans le fond, c'était de vraiment adresser le risque en continu à chacune des étapes d'une façon rigoureuse et de se donner aussi toutes les vues sur les potentiels de risque, puis les mesures de mitigation et les contrôles qu'il fallait mettre en place pour les réduire à un niveau acceptable. C'est ce qui est prévu dans la méthode de gestion intégrée des risques du gouvernement du Québec. Donc, on va vous montrer le document 13, qui est une présentation au CTI CVP du 3 décembre 2015. Ce sera pas long, ça va apparaître. La méthode, on la voit ici. Là. Mm-hmm. C'est la méthode que vous voyez à droite. C'est la méthode qui est utilisée par la SAC, mais pas juste dans le projet PGI, mais dans toute sa gestion au complet. Donc, Mme la greffière, on va produire ce document. Sous 42 P 254. Parfait. Donc, ce que vous dites, c'est que c'est la présentation du risque technologique dans toute l'analyse intégrée des risques de la société, c'est ça. Mais ça porte particulièrement sur l'analyse de risque sur le processus d'acquisition du PGI. Exact. Au cours de votre passage à la SAQ, est-ce que des processus d'acquisition ont souvent fait l'objet d'une analyse de risque dans l'analyse intégrée des risques de la société? Non, habituellement, les projets, au niveau, parce que ça, c'est le risque organisationnel, donc au niveau corporatif, on va l'appeler comme ça, organisationnel. Dans les équipes, je ne peux pas répondre, mais je vous dirais que oui, chaque projet a son analyse de risque. Mais au niveau corporatif, il faut qu'un projet ait une certaine envergure pour venir l'amener comme ça. Oui, mais je comprends. Puis, très bien. Donc, au niveau corporatif. Mais par ailleurs, juste sur votre réponse, que chaque projet a ses risques, ça va de soi. Je pense que ça fait partie intégrante d'une bonne gestion de projet que d'identifier les risques. Mais que le processus d'acquisition comme tel fasse l'objet d'une analyse de risque particulière. OK, non. Ça, même dans les équipes, c'est quand même assez rare. Oui, c'est ça. C'était relié à la complexité du processus. C'est relié à la complexité du processus. Et donc, si on poursuit dans ce document-là, bon, le contexte, on le sait, c'est l'acquisition d'un PGI. Et l'analyse de risque porte sur le risque résiduel associé au processus d'acquisition devant mener à la signature du contrat. Fait qu'on est vraiment juste dans le processus d'approvisionnement. On mentionnait que cette analyse-là a été faite sous votre responsabilité comme responsable de l'observation des règles contractuelles. Si on va dans les participants, la diapositive suivante,
c'est encore une équipe multidisciplinaire, là, c'est-à-dire que c'est pas juste votre équipe à vous, c'est l'équipe client. Là, C'est toujours comme ça, là. C'est toujours comme ça. Parfait. Et, bon, il y a différents constats, mais on va aller aux résultats. 2 diapositives, 2 pages suivantes. On voit que après l'analyse de risque, vous arrivez à ramener à un niveau de risque faible la majorité des risques que vous avez identifiés dans le processus PGI. Puis là, on est en décembre 2015. On peut peut-être regarder les différents risques que vous aviez identifiés. Bien, vous, et pas personnellement, mais que le processus avait permis d'identifier. Donc, il y avait d'abord la contestation du processus. Vous avez le risque de recevoir aucune soumission conforme, le risque de collusion entre les fournisseurs ou de corruption, la mauvaise compréhension de la société, la définition inadéquate des clauses et exigences du contrat, le départ ou l'absence prolongée de ressources stratégiques et le fait que le fournisseur, là, en fait, déjà un décalage au départ du projet, là, je comprends bien que le fournisseur fasse entrer ses ressources au début de l'année 2017 plutôt qu'à la fin de l'année 2016. Donc, pouvez-vous juste nous expliquer, là, dans la colonne brut janvier 2015, là, c'est à quel moment ça? C'est-tu l'analyse du risque avant qu'on mette en place un plan de mitigation? Oui. Brut, ça veut dire... première des choses, il y a une méthode là, avec du calcul. Là. Donc, c'est pas juste l'appréciation qualitative, mais il y a du quantitatif pour arriver à ces risques-là. Une méthode qu'on a implantée à la SAC et dont les gestionnaires, juste avant, ils sont habitués de travailler avec. Là. C'est des expérimentés, donc ils sont habitués de travailler avec ça. Et là, le risque brut, ça veut dire le risque initial sans aucune mesure de mitigation. Sans aucune mesure de contrôle, c'est l'analyse qui en est faite. Et donc, si on voit la contestation du processus d'acquisition, malgré le fait qu'on fait quelque chose d'hors norme puis qui n'est pas prévu dans la réglementation actuelle, on identifie que c'est un risque faible. Oui, puis dans le fond, entre le brut et le résiduel, il y a quand même des mesures là, qui sont... Il y a des commentaires qui sont mis là. Je crois que le vérificateur externe a probablement amené une valeur dans le... Il arrive après le vérificateur externe. Oui, mais dans leurs mesures, après l'analyse, mais c'est prévu. Fait que pour eux autres, le risque est résiduel. Un coup, la mesure mise en place va descendre à faible. OK, parfait. J'aimerais qu'on s'attarde sur le risque de mauvaise compréhension des besoins de la société par l'Alliance ou que les besoins soient mal définis. Parce qu'est-ce que je me trompe que c'est un peu le nerf de la guerre dans un projet, bien, dans n'importe quel projet, de bien définir nos besoins. Et vous l'identifiez, le risque brut, E, rouge, E, ça veut dire quoi? Élevé. Élevé. Puis, quand il est élevé, c'est qu'il peut avoir des conséquences importantes si ça matérialise. Élevé, c'est que à sa face même, sans aucune mesure de contrôle, il est élevé. OK? Ce n'est pas la même mesure que l'autre à côté résiduel parce que lui considère les mesures de contrôle. Par exemple, si je mets aucun arrêt dans un quartier résidentiel, le risque brut, il est rouge. Aussitôt que j'en mets une quantité suffisante, il devient vert. C'est la même chose. Okay. Puis, qu'est-ce qui a été mis, est-ce que vous vous souvenez ce qui a été mis en place pour faire passer de élevé à faible le risque de mauvaise compréhension des besoins de la société par l'Alliance? Je vous dirais que le dialogue, l'étape, en fait, deux choses. La description des besoins de la société, qui a été un travail colossal et quand même important. Lorsqu'on lance l'appel d'offres, chacun des vice-présidents doit confirmer que les besoins qu'il y a dans l'appel d'offres est intégral et complet.
Et ça, c'est dans la rencontre, je ne me souviens pas qu'il y a un VP qui a dit les besoins ne sont pas là. Donc, tout le monde était convaincu d'avoir fait le travail au maximum en termes de définition des besoins. D'autre part, si on a des zones d'amélioration, les deux tunnels en dialogue compétitif vont permettre d'assurer une meilleure compréhension des alliances et donc de préciser tout ça. Donc, ça réduit de façon importante le risque. C'est comme ça que ça a été évalué, selon moi. Parfait. Et c'est ce qui fait que vous étiez à l'aise, là, parce que ça a été fait sous votre responsabilité. En décembre 2015, oui. C'est ça. Parfait. Et ça, la définition des besoins, c'est ça qui s'est fait avec... Oui. Je pense que j'ai même vu dans la documentation, dans le bunker. Oui, ils ont dit ça. J'ai pas de mémoire que ça s'est fait dans le bunker, ça, par exemple. Il y avait peut-être un autre bunker à la SAC, mais c'est pas le même. Fait que là, j'ai l'impression que ça, c'est une erreur. Il y avait une salle là, où ils travaillaient parce qu'il y était quand même plusieurs. C'était pas 2-3 personnes ou 5-6 personnes. Chaque équipe, je répète ça, chaque équipe avait l'obligation de tout bien descendre et bien évaluer ses besoins. C'est sûr que moi, au niveau du support, comme finance, support, c'est moins volumineux, moins important que l'accès au réseau routier avec le code de la sécurité routière, etc. Mais ça a tout été fait. Donc, l'analyse des besoins, je ne me souviens pas, 1300 critères, 1250 critères qui ont été descendus. Quand on validait ça avec le marché, quand on validait, est-ce que 1250 critères pour une compagnie comme la SAC, est-ce que c'est raisonnable? Est-ce que vous pensez qu'on n'a pas assez? Qu'il faudrait se rendre à 2500, qu'il faudrait réduire à 500? On avait toujours la même réponse. C'est beaucoup, puis ça doit être suffisant. Donc, en termes de bench, le marque en tant que tel. Et quand on posait la question à nos équipiers, ben, ils nous disaient oui, tout est là. Donc, le travail des besoins a été défini, mais vaste. Ça veut dire que oui, on était convaincus qu'on avait l'ensemble de l'œuvre de façon de qualité. Ensuite, il y a la définition inadéquate des clauses et des exigences du contrat, qui est aussi élevée. Mais ça, vous arrivez juste à le ramener à moyen. Est-ce que vous vous rappelez en fait, c'est quoi ce risque-là, puis pourquoi vous n'étiez pas capable de le ramener au vert? Ben, contrairement à l'autre, c'est que l'autre était dans nos bras. Le besoin, là, c'est nous qui le définissons, puis il est à portée d'homme, on va dire ça comme ça, et de femmes de la SAC. À portée de femmes et d'hommes de la SAC, excusez-moi. Et celui des clauses, c'est que l'organisation considérait que c'était un contrat complexe avec des compagnies mondiales et qu'on n'avait pas les ressources internes pour... c'était pas nos bras qui étaient pour apporter ça. Et donc, c'est d'où, à un moment donné, on a rentré là, un expert, des cabinets experts pour venir nous aider là-dedans. Et là, il y a eu des mises à jour. Ça a été suivi tout au long du processus d'acquisition. Oui, 8 fois. C'est ça. Donc, le 9 mars 2016, c'est le document 17. Sous 42 P255. Merci. Monsieur le commissaire, votre bénéfice aussi. La présentation, quand on les fait, on présente ça devant les comités de direction. Ça va éventuellement monter vers les comités du CA et on le présente, mais il y a une discussion aussi qualitative là, qui se fait alentour parce que ça reste quand même la couleur jaune, rouge, vert. Là, il y a une méthode mathématique, mais c'est pas de la comptabilité. Là, hein, c'est pas un chèque qui rentre dans le compte de banque. Donc, il y a un côté qualitatif, donc d'où ça prend une discussion alentour aussi pour bien apprécier. C'est ça. Donc, on le voit. Allons tout de suite à la page des résultats. Je pense que c'est ça qu'on veut suivre, si les choses ont évolué. Voilà. Donc, on va suivre, c'est nos deux plus risques, je pense, qui nous intéressent ici. Là.
mauvaise compréhension des besoins, on est toujours au vert, mais il n'y a rien qui a bougé dans les commentaires. Hein? On a 50 processus de décrit et il y a le dialogue compétitif, la possibilité de poser des questions. Définition des clauses, c'est un peu la même chose. On ajoute le dialogue compétitif. Ah, ouais. En fait, ce qui est ajouté, c'est en bleu. Tout ce qui est en bleu, c'est l'ajout par rapport à l'autre d'avant. Parfait. Bleu pâle. Oui, tout à fait. Puis il y a un risque qu'on n'a pas regardé tout à l'heure, c'est que la société ne retient pas une bonne solution qualité-prix, qui était au rouge initialement, que vous aviez ramené à jaune, puis là, qui passe au vert. Puis l'explication qu'on donne, c'est changement de libellé suite aux commentaires reçus du CTI-CVP. Les leaders du marché se sont qualifiés suite aux étapes A et B. Les délais supplémentaires ont été accordés et l'intérêt des fournisseurs font en sorte d'abaisser le niveau de risque de moyen à faible. Comment l'intérêt des fournisseurs font baisser un risque? Pouvez-vous nous expliquer ça, s'il vous plaît, M. Frenette? Oui. Le délai des fournisseurs, les délais supplémentaires et l'intérêt des fournisseurs font en sorte d'abaisser le niveau de risque. La société ne retient pas une bonne solution. Ma perception, là, c'est qu'on est sur la bonne solution. Okay. Plus que sur la qualité-prix. C'est ça qui est dans le bleu pâle là, à gauche. Une bonne. Donc, l'intérêt des fournisseurs font en sorte d'abaisser. Donc, l'intérêt, étant donné qu'on a un intérêt plus marqué, on est capable de le constater. Donc, le mot bonne solution à gauche va venir se matérialiser. Je ne sais pas si le témoin voit la page au complet, mais moi, je ne vois pas la page au complet. On peut le lever un peu, là? Ouais. À monter. Peut-être qu'elle ne peut pas parce qu'on est à la dernière page, puis c'est juste tronqué, mais on arrive à le lire. Vous n'arriviez pas à le lire? Il ne semble pas avoir d'autres choses dans le cadre. Non, il n'y a rien d'autre. Ça va. Parfait. Puis là, vous dites qu'à 8 reprises, ça a été fait, mais il n'y a pas, à votre souvenir, est-ce que c'est resté pas mal stable, l'analyse au cours de... Il n'y a pas eu de moment dans le processus d'acquisition où on serait passé du vert au rouge, à votre souvenir? Je le regarde au complet, mais ce qu'il faut voir, là, c'est quand le dossier évolue. Donc, quand on voit le bleu pâle, c'est que la situation, en fait, quand je l'évalue, j'anticipe pas nécessairement des choses qui vont venir. Rendu où je suis aujourd'hui, je suis à quoi, là, tu sais? Donc, quand on le lit, ça veut dire que quand je vais le lire dans 2 ans, là, en 2017, là, j'ai tout le portrait de tout ce qui s'est passé et toute la nomenclature de ce qui s'est passé. Et la nomenclature, on a vu tantôt de ce qui s'est passé. Le texte grossit tout le temps, s'ajuste, etc. Fait qu'il y en a qui restent carrément stables là, pour les 8 et il y en a il y a de l'ajustement, de l'ajout qui se fait. Fait que le commentaire est aussi important que la cote de risque, là. Je comprends. Il y a une autre mise à jour. Là, vous dites qu'il y en a 8, là, mais nous, on en a retrouvé 4. Mais ben, c'est pas de votre faute, là. Peut-être que je mélange. Mais là, on s'en va jusqu'à quelle date? On va jusqu'au 7 décembre 2016. OK. Fait qu'il y en a peut-être eu juste 4. Parce qu'après, ouais, c'est ça, après, c'est l'appel d'offres qui s'ajoute, là. La gestion de l'appel d'offres. Excusez-moi. Mais il y en a une quantité par trimestre. Parfait. Ensuite, l'autre mise à jour, c'est le 15 juin 2016. C'est le document 21. 42 P256. Merci. On va aller tout de suite à la page résultat. Bon, la contestation reste vert, contestation, soumission acceptable, collusion. Alors, la deuxième page de résultats, les 2 risques qui nous intéressent le plus, mauvaise compréhension des besoins de la société par l'Alliance. On reste au vert. Mais on mise encore sur le dialogue compétitif à venir comme mesure et notre définition inadéquate des clauses reste au jaune, mais là, des ressources externes ont été identifiées pour supporter la définition des clauses contractuelles. C'est ce que vous nous avez parlé tout à l'heure, une boîte externe qui est venue vous appuyer.
Et finalement, on va aller au 7 décembre 2016, le document 23. Sous 42 P 257. Merci. On va aller à l'avant, à la page des résultats. On est ouvert, tout est Là, vert. Allons à la page 7. Juste une petite chose. Oui, pardon. Juste une petite chose, monsieur le commissaire, à mon avis. C'est pas la même. Il y a des choses qui s'ajoutent, c'est qu'on voit là, en bleu pâle tout le temps. Donc, le dossier continue à vivre. Oui. Il aurait pu se passer quelque chose que le risque remonte à jaune. Ça aurait pu arriver, là. Mais le risque reste ouvert, puis on justifie en bleu les événements. Okay. Ça s'est vu tantôt là, dans le tableau qu'on avait auparavant. Compte tenu qu'il y a un report de l'échéancier, vous avez fait passer du vert au jaune. Ça peut arriver, oui. C'est ça, exactement. Et là, on voit, si on descend à la page 7 de la présentation, voilà. Mauvaise compréhension des besoins de la société. On évalue encore à risque faible, mais là, on vient préciser qu'est-ce qui s'est passé. Le dialogue compétitif a permis à la société de partager aux alliances les zones à améliorer dans leurs propositions et de clarifier certains besoins, tout en permettant aussi aux alliances de poser des questions ou demander des précisions. L'analyse des risques conjoints nous a permis de confirmer le confort de chacune des parties sur leur compréhension des besoins de la société. Tous les changements ou clarifications besoins devant affecter l'évaluation finale ont été publiés officiellement. Ces derniers comprennent le cahier de réponse et des précisions. Donc, si je comprends bien, là, le dialogue compétitif a eu lieu. On va vérifier. A permis à la société. Oui, c'est ça. Puis on a en tout cas, ce que vous rapportent les équipes, hein, parce que vous pilotez l'analyse, mais c'est ce que les équipes vous rapportent, ce que le processus, c'est le dialogue compétitif. Exact, c'est ce que les équipes nous rapportent. A permis de clarifier nos besoins. Exact, c'est ce que les équipes nous rapportent. L'équipe multidisciplinaire qui est alimentée. Exact. Parfait. Mais si je comprends bien aux enjeux contractuels, là, la définition inadéquate des clauses, on reste au jaune, malgré le fait que le dialogue a permis de clarifier les enjeux contractuels. Mais moi, ma perception, c'est qu'il va rester au jaune jusqu'à la fin. Parfait. Comme il peut arriver, monsieur le commissaire, M. Galland, c'est qu'il y a des risques parfois qu'il reste à jaune. Quand il y a beaucoup de facteurs humains, là c'est un facteur d'expertise, là, mais quand il y a beaucoup de facteurs humains en jeu, il peut arriver qu'on va laisser un risque à jaune. On n'est pas capable de le baisser malgré toutes les mesures qu'on peut y mettre. T'sais, on ne peut pas empêcher les tremblements de terre, exemple, à Los Angeles, mais on peut mettre des mesures pour réduire l'effet, mais pas à zéro, contrairement à Québec, par exemple, la ville de Québec. Fait qu'il y a des choses comme ça que des fois... Donc, la prise de risque, l'organisation conclut que il n'y a pas de mesure additionnelle à faire, puis on va être obligé d'être dans une zone de prise de risque. Parfait. Ce processus d'acquisition-là, de toute façon, c'est un peu notre thème de notre journée, était risqué. Ça a été constaté, on a identifié des risques importants dans l'analyse de risque, mais on les a ramenés. Mais vous l'avez dit au début, là, ce qui fait que vous évaluiez à faible le risque de contestation, c'est qu'il y avait un vérificateur externe qui avait été exigé par le Trésor. On ne retournera pas dans le décret, là, mais à moins que vous vouliez, mais je pense qu'on est d'accord que le Conseil du Trésor, probablement à la suggestion de la SAC, avait dit le dialogue compétitif, c'est une mesure dérogatoire à ce qui existe en ce moment dans les règles contractuelles. Fait qu'on va faire vérifier notre processus par un vérificateur externe. Parce que l'enjeu, c'était quoi pendant le dialogue compétitif en lien avec l'équité entre les soumissionnaires? Dans le fond, ce qu'on voulait s'assurer, parce que c'est une discussion, OK? Puis, on voulait qu'elle soit très bien encadrée, qu'elle soit axée sur l'objectif à atteindre, la meilleure compréhension des besoins, une réduction des risques, pas plus ni moins, et contrôler complètement cet environnement-là avec un vérificateur externe pour rassurer l'autre firme dans l'autre salle que ça s'est passé correctement aussi. Donc, c'est ça l'objectif.
Puis aussi Mallette, le groupe Mallette, on les a engagés pour un peu plus large que ce que nous demandait de mémoire le CT. Donc, on leur donnait aussi d'autres étapes à surveiller. Donc, on avait notre vérificateur interne là, qui faisait déjà de la surveillance, mais on voulait avoir le rapport externe parce que l'objectif, c'était aussi que le groupe, le vérificateur externe, puisse émettre un rapport officiel externe disponible aux alliances. Mais trouver ce vérificateur-là, ça n'a pas été sans risque. Allons, on va aller à la pièce 35 P162, à la page 77. S'il vous plaît, Madame la greffière adjointe. Voilà. Donc, si on peut, donc on passe par l'octroi d'un contrat de gré à gré. Donc, la présente autorisation est requise de la PCD afin de conclure un contrat de gré à gré d'une valeur supérieure au seuil d'appel d'offres public. On rappelle que la société est en processus d'appel d'offres afin de procéder à l'acquisition d'un PGI et que la décision, le CT obtenu du Conseil du Trésor comporte des modalités particulières, dont le fait que le processus d'évaluation doit se dérouler en présence d'un vérificateur externe indépendant afin d'obtenir une opinion neutre, ce que vous venez de nous expliquer. Mais là, il y a la problématique, si on peut monter un peu, Madame la greffière adjointe, s'il vous plaît. Un appel d'offres a été publié le 22 décembre 2015 afin d'obtenir les services d'un vérificateur externe. Une clause de limitation a été incluse à l'appel d'offres afin d'avoir des prestataires indépendants de l'appel d'offres du PGI. Pendant la publication, un courriel a été envoyé aux firmes potentiellement en mesure de soumissionner afin d'ouvrir le marché le plus possible. L'appel d'offres a été clôturé le 27 janvier 2016. 7 prestataires se sont procurés les documents d'appel d'offres et un seul prestataire de service s'est montré suffisamment intéressé par le mandat pour présenter une soumission. Il s'agit de la firme Mallette. Est-ce que vous vous souvenez de cette problématique-là en particulier? Très bien. Le comité de sélection s'est tenu le 1er février 2016 et Mallette n'a pas obtenu la note de passage de 70 % requise pour que sa soumission soit déclarée acceptable. En effet, la démonstration effectuée par la firme n'était pas suffisamment étoffée et n'a pas permis aux membres du comité de conclure que les critères étaient rencontrés. La direction de la gestion et de la conformité contractuelle ont communiqué avec 6 autres firmes s'étant procuré les documents d'appel d'offres afin de connaître les raisons pour lesquelles ils n'ont pas présenté de soumission. Voici les raisons. Bon, il y a la clause de limitation de l'appel d'offres, le manque de temps pour étudier l'appel d'offres et préparer une soumission, l'engagement dans d'autres projets, puis n'a jamais retourné les appels. Compte tenu que Mallette est la seule firme ayant présenté une soumission, nous avons donc communiqué avec eux avant de s'assurer qu'ils répondent bien aux critères énoncés dans l'appel d'offres. Après discussion avec la firme, nous sommes venus à la conclusion qu'ils sont en mesure de répondre aux besoins. Pouvez-vous nous expliquer... Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Dans un premier temps, c'est sûr que l'appel d'offres en tant que tel, c'est pas quelque chose qui est dans le marché au Québec, ce qu'on a compris, qui était connu et maîtrisé par les firmes comptables, les firmes d'audit. Donc, ça c'est un. 2, le fait qu'il y ait moins de prestataires, c'est un petit peu... il y a les raisons sont là. La limitation. Et on comprend qu'au cours du projet, si on fait le tour des cabinets comptables qui ont travaillé dans le projet, là, KPMG, EY, PricewaterhouseCoopers, etc., fait qu'à un moment donné, c'est qu'ils choisissent un peu leurs produits qui vont venir nous aider. Hein. Ils ne peuvent pas nous aider dans l'appel d'offres s'ils nous ont aidés ailleurs, ou moins, en tout cas, ça restreint leur marché. Fait que Mallette s'est positionné dans ce sens-là. Et moi, ce que j'ai compris du dernier paragraphe, pour avoir discuté de ça beaucoup avec les équipes, c'est que, dans le fond, quand on a émis le besoin était mal compris. Maintenant, quand on s'est assis, on a pris le temps de s'asseoir avec Mallette, il était capable de faire le travail. Il avait la compétence professionnelle et tout ce qu'il fallait dans les normes. Et donc, c'était la mauvaise compréhension là, qui avait causé la situation.
on était très confortable suite à ces rencontres-là. Là. Il n'y avait pas de souci de dire qu'ils ne sont pas capables de faire la job puis ils vont avoir de la difficulté. Là. Et je vous dirais au contraire. Là. Au contraire, ils ont été d'une grande valeur ajoutée. Mais sans égard là, à la qualification effective de Mallette, en termes de gestion contractuelle, si je comprends bien, vous ne pouviez pas accorder le contrat en vertu de l'appel d'offres parce que il ne rencontrait pas le 70 %. Puis, l'équipe de gestion contractuelle s'est un peu substituée au comité pour confirmer les besoins. Puis là, ben, on l'a donné de gré à gré. En fait, on a confirmé, et Mallette a bonifié sa compréhension. Il nous a rassurés sur, comment est-ce qu'on peut dire ça? Au début d'un mandat, là, il y a toujours la lettre mandat, puis qu'est-ce qu'il va faire, puis il comprend bien le besoin. Fait que ça nous a rassurés là, qu'il avait bien compris ce qu'il avait à faire. Mais est-ce qu'on ne venait pas ajouter une couche de risque à un processus qui était déjà très Pas dans ce cas-là. Non? Non, on était en bonne main. Là. Ils sont encadrés par des normes solides. L'approche qu'il y avait, c'était plus une mauvaise compréhension, là, je vous dirais, du besoin qui avait été adressé. Là. Mais dans ce cas-là, quand ils nous ont conforté que le plan, ils appelaient ça le plan d'audit, le plan de travail, il n'y avait pas de souci. Mais une fois que vous avez décidé d'aller en gré à gré parce que vous avez négocié directement avec Mallette, est-ce que vous avez modifié vos besoins? C'était les mêmes, puis ils les ont compris. Oui, c'est plus ça. On les a pris. On s'est compris. Dans le fond. Vous ne répondez pas à ma question. Oui. Est-ce que la SAC a modifié ses besoins? Non. C'est Mallette. Oui. Ah oui, ça, c'est sûr. C'est dans le sens-là. C'est pour ça que je vous dis, dans ce dossier-là, j'ai pas de. On était très confortable. Il n'est pas dans une zone de risque. Je nous amène. Le dialogue compétitif a donné lieu à une révision de la soumission par les deux alliances, puis qui ont fait l'objet de rapports. Donc, j'aimerais qu'on s'attende à ces éléments-là. Vous avez reçu deux choses comme RORC. Vous avez reçu un rapport sur le calcul du CTP, qui est un document daté du 23 février 2017, pièce 35 P 190. Et vous avez reçu, je ne sais pas si on va avoir le temps de se rendre là, mais une note du comité de sélection, voyons, qui est du 24 février 2017, donc le lendemain, 28 P 97. Donc, si on commence, parce qu'on va aller dans l'ordre, on va aller au 23 février 2017, 35 P 190. D'abord, peut-être avant qu'on aille, le CTP, le coût total de propriété, c'est une notion que vous connaissez, j'imagine? Oui. Donc, c'est pas ce que je veux, c'est un document de 9 pages, moi, que je souhaite. Est-ce qu'on peut aller à la page suivante? Non. Moi, je cherche le rapport sur le calcul du CTP. Donc, le CTP, c'était le coût total de propriété, qui est la valeur de la soumission d'une alliance dans page 9, après considération d'autres facteurs. dans Oui. page 9 du document. À partir de la page 9, il n'y a pas 9 pages, mon document, pardon. 35 P 190. C'est la recette pour arriver à la dernière étape là, de l'appel d'offres. Parfait. Donc, merci beaucoup. Donc, si on descend, donc, merci. On a le sommaire du calcul, le coût pris en compte, les bénéfices et la variation entre les offres de prix initiales et le prix amendé, la contingence puis les hypothèses de calcul du CTP. Donc, si on descend,
Les hypothèses de calcul, OK. Ça, on peut, donc, c'est un document qui vous dit quelque chose, M. Frenette? Vous l'avez Oui. déjà vu? Oui. Ça, on peut Je changer l'ai de page. je l'ai vu une fois, au moins une fois, c'est sûr. Au moins une fois, ça, c'est sûr. Minimum, oui, Parce que ça vous est remis comme RORC. présenté, oui. Ça vous est présenté. Par une équipe, de toute façon, je vais vous laisser aller, par une équipe qui avait été qualifiée C'est ça. pour, Donc, pour le faire. ouais, on explique le contexte, qu'on est à l'étape H, les limites du calcul. Bon, voilà. Donc, sommaire du calcul, là, déjà, on parle de la valeur actualisée des coûts pris en considération dans le CTP, la valeur actualisée des bénéfices pris en considération dans le calcul du CTP et le résultat. D'abord, pouvez-vous nous expliquer pourquoi on parle de valeur actualisée des coûts et non pas juste de coûts? En fait, c'est parce que les recettes, les recettes de chacune des alliances ne font pas arriver les coûts et les bénéfices au même moment, au même mois, au même trimestre. Et la façon de neutraliser ça, dans le fond, dans les calculs, c'est de faire un calcul. Ça, c'est des calculs actuariels, là, dans le fond. C'est venir de ramener ça tout en dollars, on va dire, d'aujourd'hui. Donc, une actualisation qui est faite pour neutraliser ces éléments-là, puis d'arriver avec une valeur neutralisée. Oui, mais d'aujourd'hui, c'était de l'époque, là. 2017. De l'époque, oui. Oui. Mais l'objectif, c'est ça, c'est on actualise pour ramener en dollars d'aujourd'hui, de l'époque, et neutraliser les effets du moment des déboursés de chacune des étapes en fonction de la recette. Parce qu'une dépense faite au moment de l'appel d'offres, bien, en fait, l'année suivant l'appel d'offres versus 5 ans après l'appel d'offres, ça n'a pas le même poids parce que... Exactement. À ce moment-là, on réduit la valeur. Donc, c'est des méthodes scientifiquement acceptées. Parfait. Oui. On va aller dans le coût pris en compte dans le CTP. Plus bas. Tableau 2 montre les coûts. Bon. Donc, on voit la distribution, services professionnels, infrastructure matérielle, qui est équivalent. Il y a une raison pour laquelle ils sont pareils, là, c'est qu'ils ont la même infrastructure matérielle et logicielle, SAP, les deux alliances. Petit écart, là. Et la solution progicielle. Fait qu'on a le coût actuel et le coût actualisé. Là, on voit l'effet de l'actualisation en grisé. Bon, on décrit, continuons. OK. Oui. Les professionnels qui analysent ça, là, dans le fond, c'est ça, on monte. Les- On voit qu'actualiser ou non actualiser. Ah, vous voulez revoir le tableau en grisé, Dans oui. le fond, si on veut expliquer, là, Oui. dans le fond, c'est actualisé et non actualisé. Là. Dans le fond, on voit que l'écart se maintient. L'analyse de sensibilité, il n'y a pas d'impact. Fait qu'ils dépensent les dollars. Ça aurait pu en avoir, mais ça ne l'a pas. On va descendre. En fait, c'est ça. Oui, juste ici, arrêtez ici. Oui, vous alliez dire, M. Non, Frenette? merci. Non, c'est correct. On s'est compris. On s'est compris. Là, on voit une différence entre l'Alliance et Deloitte. Là. Il prévoit grosso modo les mêmes heures, le même nombre d'heures à investir par la société, mais c'est au niveau du nombre d'heures, on parle de millions d'heures, là, de la part de l'Alliance que ça vient diverger. Donc, c'est 1 300 000 heures par le groupe LGS-IBM qui remportera ultimement l'appel d'offres, et tandis que Deloitte arrive à 1 700 000 heures. On voit par ailleurs que les taux horaires de LGS-IBM sont plus élevés que ceux de Deloitte et que Alliance prévoit une contingence de 7 % versus une contingence de 15 % de la part de Deloitte. On va descendre.
Infrastructure matérielle, bon, le total est à peu près pareil, mais il distribue différemment. Il y a plus de soutien maintenant chez Deloitte que chez LGS IBM. Le coût d'acquisition-location est plus élevé par contre chez LGS que Deloitte. Le progiciel, bon, il y a encore quelques petites différences, mais je ne pense pas que c'est là que ça joue. Continuons. Parfait. Les bénéfices. On va continuer. Voilà. Les écarts sont quand même, sauf l'écart mis en place d'un compte partenaire, l'écart dans les bénéfices est de 3 % là, au moins. Continuons. Bon. Variation, juste montrez-moi là, s'il vous plaît. Variation entre les offres de prix initiales et amendées. Donc ça, c'est le résultat du dialogue compétitif. Hein? On se rappelle notre risque de ne pas avoir réponse à nos besoins, puis on identifie comme mesure de mitigation le dialogue compétitif, et le résultat du dialogue compétitif, on le voit dans l'offre de prix amendée. Donc, une analyse du caractère raisonnable des variations entre les enveloppes de prix originales et les enveloppes de prix amendées a été effectuée au niveau des taux horaires et de la contingence. Donc, au niveau des taux horaires, on voit que le tableau 10 montre que LGS a réduit son taux horaire moyen pour la période de réalisation de 16 $ de 11 %, alors que le taux de Deloitte est demeuré stable. Si on continue, le taux horaire après réalisation, le tableau montre que LGS IBM a augmenté son taux. En effet, le taux moyen de l'enveloppe de prix initial relativement à la réserve pour travaux complémentaires était de 89 $, alors que dans l'enveloppe amendée, il est de 256, soit près de 3 fois plus élevé. Cet élément est traité à la section risque. Deloitte a également augmenté son taux moyen. Cette augmentation est de 36 $. Et ensuite, on parle des taux horaires période de 10 ans. On le donne à titre informatif. Pourquoi a-t-on un taux horaire en réalisation puis un taux horaire après réalisation, M. Frenette? En fait, puis on l'avait avant et après. Mm-hmm. Dans le fond, c'est la recette commerciale qui est utilisée par l'Alliance en deux grands blocs. Le bloc de réalisation et le bloc de travaux complémentaires, évalués à des taux différents, qui est analysé sur la qualité par le comité de sélection, le préalablement. Continuons. La contingence, on voit que LGS a diminué un peu sa contingence, Deloitte l'a augmenté. Fait qu'on va aller à la section risque parce qu'on aurait fait. Parce que là, on a constaté, là, j'imagine que quelqu'un vous analyse tout ça. Donc, au niveau de la contingence, on dit que il y a une comparaison qui a été faite entre les contingences incluses dans les soumissions et le marché. Et puis, on se tourne vers 3 sources, Gartner, Capgemini, puis Panorama, et où les contingences oscillent entre 15 et 20 %. Puis là, on dit tel que présenté au tableau 13-14, la contingence des services professionnels de Deloitte est de 15 %, alors que celle de LGS est de 7 %. La contingence de Deloitte se situe dans l'intervalle présenté au 14. La contingente de LGS est de 7 % est inférieure à l'intervalle du tableau présenté, l'intervalle présenté au tableau 14. En plus de contribuer à la baisse du résultat du CTP, cet élément pourrait présenter un risque pour la société et l'Alliance advenant que le niveau de contingence proposé s'avère insuffisant. Donc, est-ce que je comprends bien, M. Frenette, que le niveau de contingence inclus a un effet sur mon coût total de propriété à la fin qui va permettre de déterminer qui est le plus bas soumissionnaire?
Oui. Comment? C'est que dans le fond, le coût total de propriété inclut des contingences. Et ce qu'on comprend, c'est que l'alliance numéro 1 ou l'alliance numéro 2 n'évalue pas de la même façon le poids. Il y en a un qui prend plus de réserve, l'autre va en prendre un peu moins. Puis ça, la réserve qu'on prend, est-ce que c'est en lien avec leur compréhension de vos besoins? Des besoins et des risques qui sont reliés à la discussion du dialogue compétitif. Non. En fait, ça comprend, excusez-moi, ça comprend tout, incluant, c'est plus comme ça qu'il faut le dire, incluant ce qui s'est passé au dialogue compétitif. Okay. Parce qu'il pourrait y avoir un problème. On pense que c'est simple à coder X, Y, Z qui est demandé, mais ça s'avère plus compliqué. Là. Ça inclut tout ce qui peut arriver qu'on n'a pas prévu dans un projet. Exact. Puis, en diminuant sa contingence, qui supporte ce risque-là de l'abaissement de la contingence? En fait, il faut le voir que quand on est placé à ce moment-là, dans le fond, c'est que l'alliance, parce que l'objectif de l'appel d'offres, là, ce qu'on comprend à ce moment-là, c'est que l'objectif de l'appel d'offres, c'est que les alliances, peu importe laquelle, devient plus imputable de sa recette que ce qu'elle serait dans un appel d'offres standard où elle n'aurait pas eu accès à une discussion comme ça pour venir bien assir ses hypothèses. Et à ça, est jumelée la fameuse clause de partage de risque. Et donc, elle est prête à ce moment-là à assumer des risques supplémentaires advenant le cas qui aurait mal fait leur évaluation. Okay? Mais il y a d'autres risques qu'on verra peut-être dans la journée de demain, qui peuvent s'ajouter à ça. Mais là, à ce moment-là, à cette date-là, on comprend que les besoins, parce que c'est toujours requis, là, les besoins qui soient nickel, là, on va dire qu'ils soient bien définis par la SAC, bien compris par l'Alliance, ça fait partie des conditions gagnantes d'une appel d'offres comme ça. Là. C'est à ce moment-là qu'on comprend. Donc, quand tu as les deux conditions qui sont bien réunies, à ce moment-là, ben, c'est sûr que les alliances, ils vont donner une cote de risque en fonction de chacune des entreprises. Et s'il arrive quelque chose, ben, il y a une clause de partage de risque qu'ils vont devoir assumer. Okay. Et donc, je comprends bien, c'est l'Alliance qui décide, qui est confiante d'avoir bien compris vos besoins. Dans notre méthode actuelle, oui. Dans LGS-IBM, et elle est prête à prendre le risque de baisser son prix pour rester compétitive parce qu'elle a bien compris et donc de travailler sans frais, gratuitement, plus rapidement, ça l'a mal compris à cause de la clause de partage de risque. Oui. Oui, mais je ne suis pas sûr qu'ils se placent en disant on va travailler gratuitement. Là, ils sont vraiment convaincus qu'ils sont confiants. On comprend. Là. On s'entend. Mais c'est le risque qui court. Oui. Allons à la page suivante, s'il vous plaît. On a, taux horaire de la réserve. Les taux horaires pour la période de réalisation et post-réalisation étaient comparés. Les résultats souhaités étaient que les taux horaires utilisés pour la période d'après-réalisation ne soient pas plus élevés que les taux horaires de la période réalisation, exemple si on fait de l'inflation. C'est vraiment pas le cas en ce qui concerne l'alliance LGS-IBM. Si on voit qu'il passe pratiquement du simple au double, si on va voir les commentaires, le taux horaire moyen observé de Deloitte relativement à la période après réalisation est de 151 $, ce qui correspond à une augmentation de 21 % par rapport au taux de 125 $ pour la livraison incluse dans le calcul du CTP. Et le taux horaire moyen de LGS IBM relativement à la période après réalisation est de 256 $, ce qui représente près du double du taux de la période réalisation incluse dans le CTP. Rappelons que la période après réalisation ne fait pas partie du calcul CTP. Elle fait toutefois partie du coût de contrat et du coût de projet pour que la société prévoit utiliser. L'utilisation d'un taux horaire élevé pour la période après réalisation mettra de la pression à la hausse sur le budget du projet proportionnellement au niveau de chaque réserve que la société prévoit utiliser. Donc, si je comprends bien, le taux horaire moyen
après réalisation n'influence pas le coût total de propriété qui sert à évaluer le rang des C'est soumissionnaires. ça. Dans le fond, il y a le calcul du CTP en tant que tel. Là, on est plus dans une analyse de sensibilité ou de risque pour venir identifier quels seraient les risques prospectifs qu'on va devoir considérer. Je comprends. Pourquoi on cherchait à avoir un taux horaire à peu près équivalent pour les deux périodes? Je vous dirais, j'ai pas la réponse ici, mais si on descend le tableau, un autre tableau plus bas, il y a un tableau qui fait le taux moyen combiné. Là. OK. Je ne sais pas si vous l'avez. Là, il n'y a plus rien. Non. Mais je pense que Mme la greffière adjointe cherche à nous éviter des mots de cœur. Oui. Elle enlève le document de l'écran pour naviguer dedans. Mais en fait, c'est qu'éventuellement, le comité spécialisé dans le calcul, ce qu'il fait, c'est qu'il vient neutraliser ça. En fait, bien neutraliser ça. C'est qu'il prend la recette On peut. avant et après, il fait un taux moyen. Est-ce qu'on peut descendre, voir si on retrouve ce taux moyen-là? Ça doit être plus haut. On l'a peut-être passé tout droit. Peut-être. Oui, je pense que c'était peut-être au début, vous avez raison. Ouais. Je sais, est-ce que Peut-être passé tout droit. on ne le retrace pas? Mais comme vous dites, à la limite, vous pourrez revenir demain, mais Fait qu'il y a un- si il y a- on il y revient a- au il y a- tableau il y a un des taux- il y a un des taux- taux, là... il y a un taux moyen. Ah oui? C'est que bon, il va y avoir un taux moyen de calculer éventuellement dans le document. Là. En tout cas, c'est de mon souvenir et ce que j'ai lu dans la pièce. Un taux global. Non. On va vous laisser le chercher ce soir, mais juste pour revenir, est-ce qu'on peut revenir où on voit les taux après... je me rappelle, j'ai pas noté le numéro de la page, malheureusement, là. Où on était. Voilà. Merci beaucoup, Mme la greffière. Vous avez une meilleure mémoire que moi. Donc, Monsieur Frenette, vous savez, c'est quoi une soumission déséquilibrée? Je vais vous laisser me le dire, là, mais l'idée ici, c'est qu'il y a le calcul du CTP se fait sur la réalisation. On voit aussi que ça devient un risque que le 256 dans le fond, qui est là pour l'Alliance, comme l'autre à 151. Il y a un écart pour les deux, là, quand même. Mais dans le fond, le risque, c'est que les travaux supplémentaires, la solution va être bâtie à ce moment-là. Okay? Donc, les travaux supplémentaires vont coûter plus cher. C'est un risque qui devient prospectif parce que quand la méthode là, de calcul du CTP, elle, conclut que IBM LGS a un taux, un CTP plus bas ou avec le facteur K en plus qui rentre à 50 %. Mais c'est pour ça que je veux voir le taux moyen. Parce que quand on prend la recette moyenne, là, ce taux-là baisse. Là. Mais pourquoi vous voulez voir le taux moyen alors qu'au fin de... Parce que vous, là, vous êtes le Oui. ROC. Hein? Vous recevez ce rapport-là comme ROC. Mais c'est parce que je calcule, j'ai dit si IBM, LGS, c'est pas moi qui le calcule, là, c'est le comité technique. Là. Parce que je suis dans mon rôle de ROC, je suis dans mon rôle d'assurer que ça suit la méthode convenue. Tu sais, c'est vérifié par mallette, ça aussi. Là. Donc, si je prends les heures facturées en réalisation des deux, j'ajoute les heures prévues dans la pré-réalisation et j'établis un taux moyen. Là, mon taux, donc c'est la recette d'un et de l'autre qui vient comme s'annuler. Il y a un écart là, entre le taux moyen d'IBM et de Deloitte. IBM est encore plus haut. Mais quand tu dis, quand le comité de sélection considère que c'est la meilleure qualité, et avec le facteur K qui se met dessus, ben là, ça devient comme, ça vient annuler l'écart là, global de tout ça. Okay? Donc, c'est la recette commerciale de l'Alliance là, qui vient expliquer ces choses-là. Mais les règles du jeu que vous avez fixées, la Avec votre société... permission, Monsieur le commissaire. Ah, Le taux moyen auquel réfère le témoin, il est en page 8. Ah, merci. Tableau 12. Parfait. Merci. Bon, donc on le voit ici. C'est que dans le fond, et si on va un peu plus haut, peut-être juste pour l'explication,
Il y a du... il y a- On est avant, là. On est dessus d'après le tableau 11, on est à 6,3, taux horaire, période totale de 10 ans. À titre informatif, le tableau 12 présente le OK, taux on l'a là, global excusez. moyen. Ouais. OK. Donc, donc, on vient comme faire une autre analyse de sensibilité. LGS a augmenté de manière plus significative son taux moyen en raison de l'augmentation du taux de la période d'après-réalisation. Fait que quand on s'en va dans le tableau, Mhm. Donc, page 8, page suivante, s'il vous plaît, madame. donc on le voit là, le taux moyen de l'enveloppe amendée passe de 142 à 159, Deloitte 124 à 129. Donc, le 159 et 129 vient annuler la recette, là. La fameuse impact de la recette, ce que vous avez nommé de Déséquilibré. déséquilibré. Quand on le calcule sur l'ensemble du projet, on arrive à 159 et 129. Donc, l'écart de 17 et de 5. Le taux 159, il est plus important chez IBM AGS que chez Deloitte. Ça, c'est clair. Le taux moyen. Et on se comprend aussi que le comité de sélection nous indique que la solution de meilleure qualité, c'est celle d'IBM LGS. Donc, le fait que tu es prêt à payer plus cher LGS IBM pour la meilleure qualité. Mais là, on Fait que moi, n'est pas rendu au comité de sélection, là, c'est l'analyse. mais c'est comme, mais il y a un lien entre les deux, OK. OK, qui est fait. Parce que, dans le fond, le 159 et le 129, ça se trouve être les pricing, là, si on avait pris les deux ensemble, comme vous m'avez demandé. Mais Là, après ça, quand on revient sur le CTP, lui, il est calculé sur la réalisation et c'est IBM LGS qui est le plus bas. Mais justement, au fin de déterminer le prix le plus bas, hein, le coût total de propriété, on ne prend pas en compte la pré-réalisation. Non, ça a été... On ne prend pas en compte le taux moyen, on prend en compte le taux de réalisation. Oui, ce que je vous dis. Ce que je vous dis. Je vais OK. ouais, allez-y Allez-y. répéter, mais je vais Non, je vais vas-y, terminer ma allez-y. question. Allez-y, je vais vous laisser compléter. Mais donc, les règles du jeu que vous avez fixées, la SAC, c'est pas de prendre le taux moyen, c'est de prendre le taux de réalisation. Exact. Puis, LGS IBM décide d'offrir un taux de réalisation qui est plus bas que Deloitte et un taux post-réalisation qui est doublé. Je vous demandais tout à l'heure si vous savez, comme RORC, c'est quoi une soumission déséquilibrée? C'est une notion avec laquelle vous devez être Oui. familier. Comme Mais- RORC, c'est quoi une soumission qui est déséquilibrée? Déséquilibré, oui. Mais par exemple, s'il me chargeait à rien pour faire la réalisation, puis il me chargeait tout en exploitation par après, ou en travaux exceptionnels par après. Mais là, ce qu'on voit, c'est que la réponse, est-ce que c'est déséquilibré? Je m'en viens de mettre dans une recette globale. Et j'ai quand même un taux, j'arrive avec des taux moyens qui ont un écart, là, mais dont l'écart est réduit à la recette totale. Fait que si je l'avais mis dans le CTP, là, j'aurais eu cet impact-là aussi. OK? Et à ce moment-là, il reste quand même un risque de vérifier le taux. Il reste un risque de vérifier ce taux-là qui est plus élevé là, que l'autre. Mais pour moi, le taux moyen, c'est plus la démonstration qui est déséquilibrée la soumission de LGS en mettant un taux horaire très bas au moment Bien, de la soumission parce qu'il met le coût qui compte dans le CTP très bas, il met le post-réalisation très haut, mais au final, il arrive au même taux moyen que son concurrent. le taux de réalisation de IBM LGS il est plus élevé que celui de Deloitte. Mais pour les fins de notre commission, ce n'est Ben, pas de savoir il si est- ici, maintenant, je pense ou vous pensez que la soumission est déséquilibrée, mais est-ce qu'à l'époque, quand vous êtes RORC, c'est une préoccupation que vous avez de vous assurer que les soumissions qui sont présentées ne sont pas déséquilibrées? C'est une préoccupation. Et la conclusion, c'est quand on regarde la recette complète, et c'est pour ça que ce tableau-là est là, c'est pour venir dire que le déséquilibre là, que vous parlez, c'est la recette de l'Alliance qui a choisi. Quand on arrive au taux moyen, l'écart se réduit. Maintenant, quand on arrive au CTP, c'est l'étape de réalisation qui compte là, dans le calcul avec le facteur K. Et il reste quand même un risque résiduel, un risque prospectif de venir s'assurer. Dans le fond, venir s'assurer que le 159, c'est ça qu'on va avoir à la fin. Je comprends, mais avec beaucoup de respect, M. Frenette, là, quand vous dites que le taux moyen vous rassure que ça va vous coûter en bout de piste la même chose,
est-ce que vous n'avez pas votre chapeau de financier où vous dites, pour la SAC, le projet va me coûter la même chose, en tout cas sensiblement équivalent LGS Deloitte, parce que post-réalisation, Incluant, vous l'avez dit dans votre rapport, ça inclut le coût du incluant le projet. facteur K. Ouais. Mais si je le regarde d'un point de vue d'équité des soumissionnaires, d'intégrité du marché, c'est la différence de taux qui devrait intéresser le RORC sur le caractère déséquilibré ou non de la soumission. C'est ce qui est présenté. Et il reste un risque résiduel à la fin en concluant que c'est LGS IBM qui est au moindre coût, en calculant que le risque résiduel, c'est de bien contrôler ce taux-là pour arriver à notre taux moyen de 159 $. Je comprends de votre témoignage, c'est qu'à l'époque, C'est comme ça qu'on l'a raisonné. vous n'avez pas vu de déséquilibre, vous avez vu juste un risque financier que ça vous coûte peut-être plus cher. Ça ne vous a pas sonné de cloche. Peut-être plus cher, ça dépend. En fait, on était prêt à payer plus cher, là, ce que je comprends, là, parce que l'appel d'offres, c'est meilleure qualité au moindre coût. On n'est pas dans meilleure qualité au plus bas coût. Donc là, il y a un pas qui est fait. Donc, je ne peux pas arriver pour faire aujourd'hui, d'arriver quand je suis à ce moment-là, puis de dire, ben, Deloitte a un taux plus bas, ça m'intéresse plus que l'autre. Il faut que je fasse la recette au complet. Oui, mais on va y aller demain dans la recette. Ça, c'est le rapport du comité de sélection qui vous donne la recette. Moi, je suis juste dans le rapport du CTP qui est devant vous. Votre réaction comme RORC doit être sensible aux je comprends. Si on va dans le bas du document, là, oui. complètement. Bon, c'est, dans le fond, la contingent. C'est-tu le bas complètement? Non. Bien, 8. Non. Il doit rester une page. Oui. Là, on est à la dernière page. La conclusion là, du risque là, de. Non, c'est parce que probablement qu'il y a des annexes, c'est ça l'histoire. Vous pouvez revenir à la page où vous étiez, Mme la greffière. Page 14. 14. En bas tout à fait de la page. Ou page 9. Descendons. C'est les taux. Non, on était pas. Ça va être la page 22 du document de 49. Et sinon, c'est la page 14 de la note. Conclusion. Oui. Le CTP désire insister sur les éléments suivants relevés au cours de son analyse. Le comité du CTP, ce n'est pas le comité sélection, ça, c'est un comité à part. C'est un comité qui a été créé technique, on l'appelait comme technique, qui a été documenté et sélectionné par la firme Mallette pour faire en collaboration avec la firme Mallette pour faire le calcul. Et ça s'introduit dans le comité de sélection. Mais ici, le taux horaire, dans le fond, c'est le risque résiduel là, qui met de la pression en haut sur le budget du projet. Okay. Est-ce qu'il y a quelque chose écrit à la page suivante? Donc, c'est avec ça que moi, et le niveau de contingence. Le niveau de contingence. C'est les risques qui sont identifiés, prospectifs. Parce que je peux pas changer là, à ce moment-là le rapport du calcul du CTP. Puis, le niveau de contingence, on dit que le taux inférieur au marché, la dernière phrase, on dit cette situation avantage l'Alliance dans le processus de l'appel d'offres, alors qu'il pourrait y avoir un risque pour la société et l'Alliance compte tenu de la formule de partage de risque, advenant que le niveau de contingence proposé s'avère insuffisant. Donc, je comprends que le comité du CTP n'a jamais envisagé l'hypothèse d'une soumission déséquilibrée. Non. C'est ça, exact. Dans le fond, ce qui est amené, c'est il nous amène la conclusion de la meilleure qualité, du moindre coût. C'est qui gagne. Et il nous amène des risques qu'on va devoir considérer prospectivement dans le suivi du projet. C'est comme ça qu'on a travaillé. C'est ça. Donc, comme le mentionne le rapport, le taux de contingence amène un risque et pour l'Alliance et pour la société.
alors que ça avantage l'Alliance. Et si on remonte à la page précédente, le taux horaire pour la période après réalisation, le comité s'interroge sur la justification d'un tel taux, d'autant plus qu'il a varié significativement Ouais. entre l'offre initiale et l'offre amendée. Un taux horaire élevé pour la période après réalisation mettra une pression à la hausse sur le budget du projet. Et ça, c'est la même chose. C'est que dans le fond, si on ne contrôle pas la recette moyenne qu'on a vue tantôt, ben, ça va créer une pression à la hausse sur le budget. Mais je reviens sur... Mais moi, C'est une analyse de risque. Parce que le calcul du CTP est exécuté à ce moment-là. Là. Le calcul du CTP, à tort ou à raison, il est comme ça. Il a été calculé en fonction de la recette. Donc, on arrive là. Maintenant, ça devient un risque prospectif. Mais quand on regarde la recette complète avec le taux moyen, l'écart se réduit. Je vous ai dit qu'on allait revenir demain, mais M. Frenette, vous, là, comme RORC, là, si vous constatez qu'une soumission est déséquilibrée, vous n'êtes pas lié par le calcul du comité CTP. Là. Vous avez le pouvoir d'utiliser la clause de réserve qu'il y a dans la soumission, puis d'annuler l'appel d'offres ou de rejeter la soumission. Oui, de la rejeter, de l'annuler, de recommencer l'appel d'offres au complet. C'est pas ce qui est recommandé. Ce qui est recommandé, c'est de suivre prospectivement ces risques-là. Je comprends, là, mais... Mais vous avez le pouvoir. Vous avez le pouvoir de le faire. M. Sarrazin, on va arrêter. Oui. Je suis le gardien de la gestion de l'instance. Il reste très peu de jours avant la fin de l'été. Je vais demander à tous les partis, ça comprend les procureurs de la commission, procureurs de la SAC, qui vont évidemment interroger le témoin également, d'être beaucoup plus suggestif, vous pouvez l'être, d'un côté comme de l'autre, et d'être prête avec les documents. Si vous avez des documents, là, je m'adresse à la SAC, que vous les présentez aux témoins, règle de pratique, là, on parle de délais, je les enlève, ces délais-là. Si vous avez des documents que vous pensez que vous allez devoir montrer aux témoins, peu importe si vous pensez que la commission l'a, on a reçu des milliers de documents. Je vais vous demander de les envoyer ce soir à Maître Sarrazin. Et vous, je vous donne des devoirs. S'il y a des documents à lire ce soir, je vais vous demander d'en prendre connaissance ce soir. Et ceci étant dit, si vous avez besoin demain, par exemple, qu'on commence à 10, mais que j'arrête pour dîner à 1h, puis qu'on commence à 2h, parce que ça va vous permettre de vous parler demain en termes de gestion d'instance, faites-le moi savoir, puis on va le faire. D'accord? Mais là, il faut que ça roule. Là. Je pense pas qu'on a le luxe de passer 4 jours avec un témoin alors que la liste est encore longue. Et si ça vous tente de revenir le 25 juin, moi, je suis prête. Là. OK? Alors, ça va être ça. Pour l'instant, le deadline est encore au 30 septembre. Là-dessus, je vous souhaite une bonne soirée. Merci. Et vous le faites ajournement demain, 9h30.